préciser, une des interprètes utilise à quelques moments une vapoteuse, il n'y a pas de nicotine dedans. Et c'est à très rare moment, et voilà, elle vous dit que ça dure 45 minutes, et on échange après. Merci beaucoup. Mai 1940, c'est la débâcle. L'armée allemande profite des défaillances militaires françaises pour envahir le territoire national. En quelques semaines, la France s'effondre. Les Allemands entrent dans Paris le 14 juin. Le 16 juin, le maréchal Pétain devient président du Conseil et signe le 22 juin l'armistice franco-allemand. La France est coupée en deux, livrée au nord à l'occupant nazi. Le gouvernement de Pétain promet le redressement moral et intellectuel d'une France qu'il souhaite rebâtir en la transformant de l'intérieur. Ce sera la Révolution nationale, projet politique bâti sur la volonté obsessionnelle de rendre la France aux Français. Parmi les mesures xénophobes et antisémites instaurées dès la fin de l'été 1940, la loi du 3 octobre portant statut des Juifs devance les exigences de l'occupant. Le même jour, les préfets reçoivent des pouvoirs exceptionnels de police à l'encontre des Juifs étrangers, dont ils peuvent prononcer l'internement dans des camps spéciaux disséminés partout en zone libre. Un an plus tard, le gouvernement de Vichy ordonnera le recensement de tous les Juifs étrangers ou non présents sur le territoire national. Lorsque les Allemands entreprendront en 1942 la mise en œuvre en France de la solution finale, ils sauront faire bon usage de ce travail préparatoire et de la collaboration zélée de la police française. Nous sommes en décembre 1940 à Vichy. Nous sommes 2 mois après la parution au journal officiel de la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs, et à 3 jours de sa mise en œuvre effective au sein de l'État français. Procès verbal de la réunion tenue le 16 décembre 1940 à l'hôtel thermal de Vichy pour l'examen des questions soulevées par l'application de la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs. Documents conservés aux archives nationales sous la code R60-490. Sont présents Monsieur Lagrange, pour la présidence du Conseil. Monsieur Irissou pour le secrétariat d'État aux finances. Mademoiselle Lavessière pour le secrétariat d'État à la production industrielle et au travail. Monsieur le contrôleur de l'armée de Plurien pour le secrétariat d'État à la guerre. Monsieur Guenin pour le secrétariat d'État aux colonies. Monsieur Delvolvé pour le secrétariat d'État à la justice. Et enfin Monsieur Rosset pour le secrétariat d'État à l'instruction publique. La séance est ouverte à 10h. Messieurs, la présidence du Conseil a cru devoir provoquer cette conférence. Tous les départements, je l'espère, y sont représentés. Pour 2 choses. D'abord, pour faire un peu le point de la situation actuelle dans chaque département ministériel de l'application de la loi du 3 octobre. Et d'autre part, pour examiner les principales difficultés qui peuvent se présenter pour l'application de la dite loi au 19 décembre, dans 3 jours. Donc, je vous ai fait remettre un petit bout de papier où j'ai résumé dans l'ordre des articles toutes les difficultés que j'y ai vues. Il y en a probablement d'autres que je vous serai reconnaissant de signaler au fur et à mesure de la discussion. Grand A. Mesures prises dans chaque département ministériel. Je voulais savoir en somme ce que chaque département avait fait. En ce qui concerne la justice, je sais que c'est elle qui a pris les devants. Alors je serai reconnaissant aux autres de bien vouloir m'indiquer en 2 mots ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Alors, Monsieur le Président, pour la justice, nous attendons encore toutes les réponses pour prendre une décision d'ensemble. Je vous remercie, Monsieur Desvolvé. Monsieur Irissou. Pour les finances, c'est prêt. Une circulaire a été envoyée dans les différents services pour établir la liste des fonctionnaires douteux sous la responsabilité de leur chef de service. Vous n'interrogez pas tous vos fonctionnaires? Si, bien sûr, ils sont invités à remplir une déclaration que voici. Merci, et à l'émarger. C'est achevé pour l'administration centrale comme pour les régies. À la justice, vous n'avez pas fait ça. Non, mais j'ai envoyé une circulaire à tous à titre d'information et d'indication. Ceci me paraît bien. Il y aurait peut-être intérêt à communiquer ce document à chaque département, mais il est peut-être un peu tard maintenant. Il n'y a pas de difficulté particulière, il s'agit en somme d'une déclaration à faire signer et un contrôle ultérieur est une bonne méthode. Je vous remercie, Monsieur le Directeur. Je vous en prie. Pour l'intérieur?
Il me semble que son représentant n'est pas là, Monsieur le Président. Original. Monsieur Pluriel. Pour la guerre, Monsieur le Président, nous avons envoyé des circulaires. Mais à l'heure actuelle, à part le cas du général Bloch, à ce propos, nous avons fait une circulaire qui fait prévaloir les titres exceptionnels de l'article 8. Alors, je parle en ce moment de l'application générale de la loi. Il s'agit de savoir quelles mesures ont été prises dans chaque département. Jusqu'ici, nous voyons deux systèmes. Celui des finances, qui centralise, et celui de la guerre, qui est plus souple. Chaque département est libre d'agir à sa guise, mais il faut agir. Si je puis me permettre, lors d'une réunion faite entre les 3 départements militaires, il y a eu une question soulevée. C'est celle de l'article 1er de la loi en ce qui concerne la définition de la race juive. Il nous faudrait une explication plus nette. Oui, nous y reviendrons tout à l'heure. Je vous remercie, monsieur le contrôleur. Mademoiselle Lavessière. À la production industrielle, nous avons une bonne méthode qui se rapproche de celle des finances. Tous les fonctionnaires ont rempli une liste établissant qu'ils ne sont pas visés par la loi du 3 octobre. Tout a été centralisé, nous avons toutes les réponses. Veuillez m'excuser, pour les services extérieurs, il nous manque encore quelques réponses. Enfin, nous voyons quels sont les agents visés, et bien entendu, nous examinons tous les cas douteux. Il ne reste qu'un point cependant qui peut encore amener quelques difficultés, c'est le cas des Juifs en Algérie. Oui, et c'est pour cela que je regrette que le représentant de l'intérieur ne soit pas là, parce que c'est une question tout à fait à part qui mérite un examen, j'en conviens. Merci, mademoiselle Lavessière. Monsieur Rosset. Et Monsieur le Président, écoutez, concernant l'instruction publique, nous avons remis au chef d'établissement, recteur et inspecteur d'académie des circulaires demandant de faire une liste de fonctionnaires qui, à leur connaissance ou de notoriété publique, étaient juifs. Nous avons ensuite demandé à ces fonctionnaires d'indiquer leur filiation depuis leurs grands-parents. Nous avons eu de très grosses difficultés, mais depuis, le ministre a pris l'arrêté ordonnant la cessation de fonction de tous les intéressés à la date du 20 décembre. Nous sommes assez en avance au point de vue de l'application, Monsieur le Président. Puis-je poser une question, s'il vous plaît? Allez. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour les professeurs à l'étranger? Écoutez, non. Non, nous n'avons rien fait tout simplement car il n'y a pas beaucoup de juifs parmi les professeurs à l'étranger. C'est chez les instituteurs à Paris où nous en trouvons davantage. Mais les directeurs, les proviseurs les connaissent bien et ont présenté au recteur la liste des gens qu'ils considéraient comme juifs. Cependant, Monsieur le Président, il y a des gens qu'on suppose juifs et qui ne le sont pas. Eh bien, il faut inviter les intéressés à donner des explications, avec nuance, bien entendu, sans aller trop loin. On est obligé de s'orienter de ce côté-là. Je vous remercie, monsieur le directeur. Monsieur Guillemin. Guillemin, Monsieur le Président. Guillemin, pardonnez-moi. Alors, pour les colonies, il se présente deux cas. Ceux qui sont en fonction à l'administration centrale à Vichy et ceux qui ont un poste en dehors de la métropole. Et donc, pour ces derniers, nous voudrions obtenir un délai supplémentaire car malheureusement, avant le 19 décembre, il va nous être impossible d'obtenir une déclaration de tous ceux qui appartiennent à la race juive. Et comment procédez-vous concrètement? Concrètement, nous faisons une enquête par télégramme et nous attendons la réponse. Tous les fonctionnaires juifs doivent faire une déclaration qu'ils sont juifs. Sans cela, on les menace de sanctions graves. C'est le système de la déclaration. Donc, pour entrer dans le détail, nous avons des réponses de l'Indochine, de l'Afrique occidentale française. Procédons dans l'ordre, ça va être plus simple, je pense. Alors, en Indochine, nous avons, je crois, 7 ou 8 fonctionnaires signalés. C'est bien cela. Sauf que il y en a un qui est professeur et qui relève de la faculté de médecine. Nous en avons 2 des ponts et chaussées, 3 ou 4 magistrats, un président de chambre de cour d'appel tout de même, et puis 1 ou 2 juifs dans d'autres fonctions. Pour la OF, nous avons également 8 ou 9 réponses, dont encore quelques fonctionnaires des ponts et chaussées, quelques magistrats. Et voilà le cœur du problème. Je ne sais pas si tout le monde avait connaissance. Excusez-moi. Poursuivez, mon oreille est attentive. Très bien. Je disais, je ne sais pas si tout le monde avait connaissance de la circulaire, étant donné les distances. Précisément, Madagascar n'a pas encore répondu. Pardonnez-moi, nous pourrions peut-être téléphoner à M. Lucas ou à M. Leroy, au cabinet du ministre, pour qu'il nous envoie un représentant de l'intérieur, s'il vous plaît. Merci. Reprenez, je vous prie, monsieur. Je disais, la Guadeloupe a un magistrat, la Guyane n'a personne, la Réunion également, dans les Antilles très peu. Nous n'avons pas non plus la réponse de la Martinique. Et donc, je me répète, mais pour toutes ces colonies qui n'ont pas pu donner de réponse, nous avons absolument besoin d'un délai supplémentaire. Pour les délais, nous les examinerons un peu plus loin. Voulez-vous que nous abordions maintenant article par article? Grand B, difficulté d'interprétation et modifications éventuelles à la loi. Encore une fois, s'il y a d'autres difficultés que je n'ai pas consignées sur ce petit bout de papier, indiquez-les-moi au fur et à mesure. Article 1er. Et regardez comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de 3 grands-parents de race juive, ou de 2 grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif.
La difficulté, c'est la détermination de la qualité de juif. Sur ce point, la circulaire du garde des Sceaux que j'ai envoyée à tous les départements ministériels donne quelques indications. Et je voudrais savoir si vous avez soit des critiques à faire, soit de nouvelles questions à poser. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais de quelle circulaire s'agit-il? Je n'ai Il jamais s'agit du bordereau 1661 SG, du 3 décembre 1940. Il s'agit en réalité de la 1419 SG, celle du 14 novembre. En effet, monsieur le directeur, vous avez raison, il s'agit du 1419 SG du 14 novembre. Je sais qu'il a été envoyé à tout le monde, mais je me suis aperçu en donnant quelques coups de téléphone que dans beaucoup de départements, vous paraissiez l'ignorer. Cette circulaire 1419 SG du 14 novembre, nous ne l'avons pas reçue à la guerre. Ah si, j'ai fait faire une petite enquête à ce sujet et vérification faite, toutes les lettres sont parties et je suis capable de vous donner la date et l'heure à laquelle chacune de ces pièces a été remise à chacun de vos départements ministériels avec le nom de la personne qui a émargé. Nous ne pouvons tout de même pas envoyer des lettres comme cela à n'importe qui à l'intérieur des services. Nous envoyons nos lettres au cabinet. Et c'est au cabinet à faire son métier, messieurs. Bien entendu, Monsieur le Président. C'est très fâcheux, car ce sont des questions qui nécessitent une application immédiate. Né le 14 mai 1900 à Meudon, Maurice Lagrange entre au Conseil d'État par voie de concours, à la différence de Jean Delvolvé, qui, une semaine avant notre réunion, vient d'y être nommé au tour extérieur, par volonté politique donc. Je mènerai une brillante carrière dans la haute administration, avant, pendant et après la guerre, du fait d'une opportunité qui me transférera en dehors du territoire national. En 1950, il participera notamment au titre d'expert juridique aux négociations qui aboutiront à la signature du traité instituant la CECA. Communauté européenne du charbon et de l'acier, ancêtre de notre actuelle Union européenne. Avant d'exercer la fonction d'avocat général à la Cour de justice de cette même création européenne, et ce, quasiment jusqu'à sa retraite. Il meurt le 5 septembre 1986, à l'âge de 86 ans. Quoi qu'il en soit, cette circulaire en voici un exemplaire, et je vais vous la lire. Pardonnez-moi. Il semble que je n'ai pas apporté les bonnes lunettes et lire sur ce rétroprojecteur me fait atrocement souffrir. Pourriez-vous, je vous prie, Mademoiselle la vestiaire, nous allons faire la lecture. Bien entendu, Monsieur le Président. En vue de l'application d'un texte relatif à la déchéance des sénateurs et députés, vous avez bien voulu, par dépêche du 30 octobre, me demander de vous faire connaître les éléments de fait et de droit qui, à mon avis, doivent être pris en considération pour la détermination de l'appartenance à la race juive. En l'absence de documentation sur cette matière spéciale, il est actuellement difficile d'émettre un avis motivé. Dans la plupart des cas, l'appartenance à la religion juive des grands-parents ou du conjoint sera la meilleure présomption qui puisse être retenue. Pour les grands-parents, c'est exact, parce qu'ils pratiquent la religion d'une façon plus sûre et plus constante que la génération actuelle. Et, sauf erreur de ma part, je ne crois pas que l'on se convertisse aisément à la religion juive. Et en ce qui concerne le conjoint, par contre, il peut y avoir les mêmes difficultés que pour l'intéressé lui-même. En effet, reprenez, je vous prie, mademoiselle la vestiaire. Il n'est pas sans intérêt de signaler à cet égard que la législation allemande, qui emploie elle aussi le terme de race juive, a dû tenir compte pour l'application de mêmes dispositions du même moyen de déterminer la race. Elle décide en effet que tout grand-parent qui fait partie de la communauté religieuse juive est considéré comme étant de pure race juive. Il convient cependant de remarquer que les difficultés d'application de ce système seront beaucoup plus grandes dans notre pays, du fait qu'en France, au contraire de ce qui a lieu en Allemagne, les actes de l'état civil ne contiennent aucune énonciation de la religion. Si l'appartenance à la religion juive ne peut pas être démontrée, il sera beaucoup plus difficile de déterminer si l'intéressé est ou non de race juive. Des indications utiles pourront, semble-t-il, être recherchées dans l'aspect de certains noms patronymiques, dans le choix des prénoms figurant sur les actes d'état civil, et dans le fait que les ascendants auraient été inhumés dans un cimetière israélien. Je vous remercie, mademoiselle la vestiaire, cela suffira. Alors, l'inhumation, c'est une idée, mais c'est assez pénible. Oui, il n'y a pas d'autre moyen de savoir que l'inhumation. En somme, je crois que ces idées-là pourront surtout être utiles pour permettre de résoudre les cas litigieux. Personne n'a d'autres suggestions à présenter là-dessus. Monsieur le comptable. En cas de protestation, le Conseil d'État peut-il trancher? À mon avis, ce sont les tribunaux. C'est une question de statut des personnes. Monsieur le directeur. Oui.
J'aimerais porter votre attention sur le fait que des gens disent « Je ne crois pas être juif, mais je crois avoir entendu dire que mes grands-parents l'étaient ». Que fait-on dans ce Il cas? faut une interprétation stricte de la loi, autrement elle laissera passer la moitié des cas. Il s'agit de s'attacher à un certain nombre de présomptions précises. Ce n'est peut-être pas très juridique, mais c'est un peu arbitraire, mais mademoiselle Lavessière. La présomption du nom doit être manœuvrée avec délicatesse, il me semble. Je connais des gens qui s'appellent Moïse et qui n'ont jamais été juifs. Quelqu'un m'a écrit en me disant je m'appelle Lévi et je ne suis pas juif. Que fait-on? Moi, je m'appelle Lee et je ne suis pas chinois. Non, mais ça, monsieur, s'il vous plaît. Il y a une autre question importante. Est-ce que le décret qui demande aux naturalisés qu'ils précisent leur nom d'origine est toujours en vigueur? Nous en parlions, allez-y. La question est à l'étude, mais ce n'est pas un décret. C'est l'application de la jurisprudence du Conseil d'État sur les changements de nom. C'est à la justice de suivre la question et je pense qu'elle n'y manque pas. Excusez-moi, mais quel est le contenu de cette jurisprudence? Eh bien, pour des raisons commerciales, par exemple, un marchand de tapis qui s'appelle Lévi. Lévi, Et qui ne serait pas et juif. qui ne serait pas juif, monsieur le président, peut demander au Conseil d'État à changer de nom. Du moins, ajouter le nom de sa femme s'il le souhaite. Absolument, et quand il y a association de deux noms, on prend le nom français et on laisse tomber l'autre. Ainsi, Cohen peut devenir Christian, Lévi, votre marchand de tapis devient Roland, et que voulez-vous dans quelques années? Mais ce sont des dérimini, monsieur. Évidemment, le Conseil d'État ne manquera pas de tenir compte des circonstances actuelles pour modifier sa jurisprudence. Mais il n'y a pas lieu d'envisager un texte qui n'existe pas. Il y a un décret, justement. Monsieur... Docteur Limousin, cabinet intérieur. Eh bien, s'il y a un texte, vous avez raison, j'avoue que je ne le connaissais pas. Note de bas de page. Vérification faite au ministère de la Justice, il n'y a aucun texte récent. Puisque le représentant du ministère de l'Intérieur est là, je vais le mettre au courant. Est-ce que vous avez fait des circulaires? Ah, sûrement pas. On attendait. Soit. Pour l'article 1er, il n'y a plus d'autres observations à présenter? Bien, alors passons aux articles 2 et 3 qui interdisent aux Juifs complètement et d'une manière absolue l'accès aux fonctions publiques. Sur ce point, nous avons un projet des départements militaires dont l'un des objets est d'étendre l'énumération de l'article 2 au corps des sous-officiers. J'ai d'ailleurs ce projet-là sous les yeux. Pourriez-vous nous en parler, monsieur le contrôleur? Bien sûr. L'idée qui nous a amené à demander des modifications à la loi vient de ce que ces gens-là sont employés dans les mêmes services, habilités à connaître les mêmes documents. Par conséquent, la mesure de rigueur prise en ce qui concerne les officiers doit également s'appliquer aux sous-officiers. Oui, s'il n'y a pas de distinction, effectivement, je crois qu'il serait opportun de leur appliquer la loi. Que l'on s'entende, l'état-major de l'armée ne recrute déjà plus de sous-officiers de race juive. Mais actuellement, il peut effectivement y en avoir encore, et ce en particulier parmi les sous-officiers de carrière, dont le statut est sensiblement analogue à celui des officiers. Il est donc certains, messieurs, qui doivent suivre le même Je sort. crois en effet que sur ce point, il n'y a pas de difficulté. Bien, il faudra donc mettre, je cite, des officiers et des sous-officiers des armées de l'air, de terre et de l'air. Fin de Monsieur, s'il vous plaît. Une remarque à ce sujet, il faudra un jour fixer le statut militaire des Juifs qui ne feront pas de service comme les autres. C'est une question beaucoup plus grave, il faudra y En tout arriver. cas, sur ce point, je laisse les départements militaires présenter leur projet au Conseil d'État. Tenez, faites passer, s'il vous plaît. Nous arrivons maintenant à l'article 3, et c'est celui qui soulève le plus de difficultés, me semble-t-il. Sur ce point, la présidence du Conseil a demandé l'avis du Conseil d'État, comme vous l'avez fait savoir d'ailleurs pour le rapport auquel je faisais allusion. Le Conseil d'État délibéré le jeudi dernier, et 5 minutes avant cette réunion, nous avons reçu son avis. Je n'ai pas encore pu vous le transmettre, je crois utile de vous le donner à lire. Vous y êtes, monsieur? Quelqu'un a des commentaires? Si je peux me permettre. Allez-y. Alors, comme interprétation, cela me paraît très juste, mais comme application, ce n'est pas facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Si je résume, vous avez maintenant de plus en plus de cadres très importants qui sont recrutés au moyen d'auxiliaires, de vacataires. C'est une difficulté car ils exercent une fonction publique, mais ne sont pas à proprement parler fonctionnaires. Il y en a d'ailleurs beaucoup dans les administrations centrales, et il est évident à mon sens que ces personnes-là sont visées
Par contre, la question devient plus délicate quand vous descendez plus bas dans l'échelle. Il y a bien sûr le cas d'un ouvrier payé à la journée pour faire un travail, il n'est pas visé, c'est un canet. On ne peut pas dire qu'il exerce une fonction publique. Mais il se présente aussi le cas intermédiaire d'une dactylographe qui voit passer dans ses mains des papiers très importants. Oui, alors tout dépend du service auquel elle est affectée. Pour pallier cet inconvénient, peut l'amener à changer de service, tout simplement. Dans ce cas précis, il y a toute une série d'intermédiaires et j'espérais que le Conseil d'État me donnerait une ligne précise à suivre. Je crois que dès qu'il y a exercice d'une partie de l'autorité publique, il y a possibilité de recueillir sur ces personnes des éléments d'information. Jean Delvolvé est resté célèbre dans le monde juridique par les conclusions qu'il a apportées 10 ans après notre réunion à l'arrêt Dame Lamotte, selon lequel toute décision administrative est susceptible d'un recours en excès de pouvoir. Ce recours permet à toute personne de demander à un juge de contrôler la légalité d'un acte administratif. Si l'acte est illégal, il est annulé. Comme Maurice Lagrange, je serai promu au grade convoité de commandeur de la Légion d'honneur en 1968, à la date même où Mademoiselle Lavessière, alors sous-directrice au ministère des Affaires sociales, sera nommée au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Mais d'elle, de Monsieur Guillenin et de Monsieur le contrôleur des armées, plus rien, on ne sait plus rien. Donc, pour les auxiliaires temporaires à la journée, quelle sera leur situation dans 3 jours? Ils cessent leur fonction dans 3 jours, le 19 décembre. Il faut éviter les réintégrations. Enfin, chez nous, à la production industrielle, on considérait qu'ils n'avaient pas un emploi qui leur conférait de l'autorité, de l'influence. Mademoiselle Lavessière, si nous nous réservons à leur sujet jusqu'à une étude plus complète, nous serons obligés de surseoir provisoirement à leur départ. Docteur Limousin? Pour les auxiliaires temporaires, c'est l'importance du poste qui doit être prise en compte, voyons. Oui, nous avons des auxiliaires payés à la journée. Nous nous sommes dit ne doivent pas être visés, nous en avons des quantités, parmi lesquelles nous avons tout de même quelques juifs, certes. Si c'est dans une administration centrale, je crois qu'il aurait intérêt à les éliminer d'une manière complète. Tout à fait d'accord. Bien, on les exclut aux finances. Absolument. Du moment qu'on les exclut dans certaines administrations centrales, je crois qu'il faudrait les exclure partout. Il ne resterait par conséquent le cas des auxiliaires ou des ouvriers payés uniquement à la journée en dehors des administrations centrales, dans un service extérieur quelconque. Oui, par exemple, pour revenir à ma dactylographe à la journée, dans une préfecture, elle peut parfaitement avoir sous les yeux des documents importants. Dans une préfecture, d'accord, mais il n'y a pas que cela. Je crois qu'il faut aller plus loin. Avec les préfectures, il y a aussi les services fiscaux, les grandes municipalités, Dans les Marseille... établissements militaires aussi, il peut être extrêmement rigoureux. L'application intégrale de la loi doit être Messieurs, nous passons évidemment l'avis du Conseil d'État. Et je pense que c'est une bonne chose, monsieur le En Président. tout cas, ce serait la production industrielle qui serait plus réticente. La loi parle uniquement de fonctionnaires, jamais d'auxiliaires. La loi est muette absolument sur ce point, c'est exact. Oui, la question est de savoir si on doit les renvoyer. Vous nous enverrez vos observations. Note de bas de page. Le secrétariat général de la présidente du conseil attachera le plus grand prix à recevoir ses réponses le 31 décembre au plus tard. Pour l'instant, chacun est libre de prendre ses responsabilités. Pour les administrations centrales, personne n'a de doute et l'on peut être ferme. Nous, monsieur Rissou, Oui, il y a aussi le cas des chirurgiens des hôpitaux qui exercent une fonction publique, mais qui en réalité ne sont presque que rémunérés par l'exercice d'une profession privée. Peut-on leur interdire d'exercer leur fonction? Je crois qu'il est difficile de voir autrement. Là, ce sont des fonctions d'une certaine importance. Il y a tout de même 50% des médecins des hôpitaux de Paris qui sont juifs. Ce que l'on peut soutenir, c'est qu'ils exercent en réalité deux professions dont la principale est une fonction privée. Et à cet égard, ils tombent sous le coup de l'article 4 qui dit, je cite, « L'accès et l'exercice des professions libérales, je ne passe les détails, sont permis aux juifs. » S'ils sont en règle avec l'article 4, peut-on leur interdire d'exercer leur fonction? S'ils touchent un traitement, ils exercent une fonction publique. Au point de vue juridique, je ne vois pas comment on pourrait arriver à ne pas les exclure. en effet, et je vous demanderai, messieurs, de réfléchir tous à ces questions et de bien vouloir nous envoyer vos suggestions. Bien, nous avons déjà limité le champ du débat. C'est la vestiaire. Est-ce que vous nous enverrez le procès verbal? Je crois qu'il y a tout intérêt à le soigner particulièrement, nous avons des divergences. J'enverrai le procès verbal en vous invitant à produire vos observations. En attendant, chaque département ministériel est responsable d'appliquer la loi quand il n'y a pas de doute. Une autre difficulté beaucoup plus grande à mon avis se présente à l'occasion du paragraphe B de l'article 3. Je l'ai ici sous les yeux, je cite. L'accès et l'exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l'article 2 ne sont ouverts aux juifs que s'ils peuvent exciter de l'une des conditions suivantes. Petit a, je passe très rapidement. Être titulaire de la carte de combattant 1914-1918 pour avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918. Ou petit b, avoir été cité à l'ordre du jour au cours de la campagne 1939-1940. Fin de citation. Alors, c'est un critérium absolument déplorable parce que les citations sont soumises à révision actuellement. Cela ne sera pas fait le 19 décembre, vous vous en doutez, et c'est un problème puisque la loi doit être appliquée tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a deux solutions à mon avis. Ou bien laisser la loi telle qu'elle est, si injuste qu'elle soit, elle est applicable. Ou bien, comme le propose le secrétariat général des anciens combattants, faire une modification au paragraphe B qui deviendrait tout simplement, et je cite, «
B. Remplir les conditions d'anciens combattants telles qu'elles sont fixées par décret. Monsieur Delvolvé, la Mais- définition des anciens combattants se heurte déjà à des difficultés effroyables. Effectivement, cela obligerait à prendre des mesures provisoires extrêmement délicates pour le maintien en fonction et pour ne pas avoir des stocks de réintégration. Monsieur le directeur, Il nous est signalé à l'heure actuelle de ne pas se prêter à la manœuvre qui consiste à faire délivrer des cartes de combattants. Oui, parce que la politique des anciens combattants est d'avoir beaucoup de monde dans ses rangs. Nous sommes d'ailleurs en discussion avec eux sur ce point. J'insiste, le flot de situations à l'heure actuelle ne cesse de monter, nous allons vers des difficultés alors, extrêmement graves. messieurs, sur ce point, est-ce que vous ne pensez pas que la solution consisterait à transférer ces attributions-là à un département de la défense nationale? Est-ce que cela se heurterait à des difficultés? Je n'accepterai pas, c'est un sujet qui nous dépasse. La question de l'attribution de la carte est une question de fait. Seuls les anciens combattants sont capables d'appréhender le problème. Alors j'entends, en somme, il faudrait que le ministère de l'Intérieur s'y mette. Ah, mais non, mais on croule sous les dossiers. Monsieur Delvolvé. Le projet du secrétariat général des anciens combattants proposait aussi d'étendre les exceptions de l'article 3 aux veuves et aux orphelins ou même aux ascendants de combattants. Les ascendants, monsieur Ceci Delvolvé, pourquoi pas les va voisins? évidemment extrêmement loin. Les ascendants, je ne crois pas qu'il puisse en être question, mais vous avez le cas des veuves et des fils de combattants. Il y a des exemples et c'est gros de conséquences. Écoutez, tout à l'heure, nous avons en somme, après discussion, conclu qu'il fallait se méfier des gens de race juive et par conséquent les éliminer des administrations centrales. Maintenant, votre idée est contraire. Absolument, les actes de courage de l'intéressé ne préjugent en rien que les membres de la famille ont les mêmes qualités. Je rejoins tout à fait monsieur Hérissou. Et vous avez raison, chers collègues. Ce n'est pas pour me vanter, messieurs, mais la personne qui se trouve devant vous sera bientôt promue inspecteur général des finances, puis directeur de cabinet du Premier ministre Antoine Pinay en 1952, puis député de la 3e circonscription du Tarn, conseiller général du canton de Gaillac et maire de Gaillac de 1958 à 1977, soit pendant près de 20 ans. Proche de Jean-Marie Le Pen, je prendrai position pour l'Algérie française avant d'intégrer le conseil scientifique du Front National dans les années 90. J'ai été commandeur de la Légion d'honneur, j'ai reçu la médaille de la Résistance et la Croix de guerre 1939-1945 avec Palme. Je meurs en juin 2009 à l'âge de 100 ans. En 2014, l'hôpital de Gaillac a été rebaptisé en mon honneur hôpital Henri Hérissou. Comme pour Maurice Lagrange ou Jean Delvolvé, aucune des biographies présentes sur Internet ne mentionne mes fonctions au sein du régime de Vichy. Cette question est importante. Nous allons vous demander de voter. Que ceux qui seraient d'avis de ne pas apporter de dérogation veuillent bien lever la main. Ce n'est pas une question d'équité, messieurs, c'est une question de politique. Quand même, nous sommes extrêmement gênés car nous n'avons aucun renseignement sur les travaux préparatoires de cette loi. Mon avis serait de faire une distinction entre le fils ou la veuve d'un homme qui a la carte du combattant et le fils ou la veuve d'un homme qui a été tué à l'ennemi. Ce n'est pas la même Et chose. ensuite, il y a l'homme tué à l'ennemi, l'homme décoré purement et simplement, l'homme qui a croisé Je dans ne le parle pas propose des de faire une distinction. Le texte proposé est très large, on pourrait peut-être le restreindre, c'est un Je moyen regrette terme. simplement que le secrétariat général des anciens combattants ne soit pas là. On répond de près dans nos services. C'est une question de principe. Oui, mais c'est d'autant plus dangereux que l'on pouvait espérer certaines sympathies de la part des Juifs. Tandis que maintenant, ces sympathies, il ne faut plus y compter. Par conséquent, si vous introduisez des exceptions, vous introduisez des ennemis. Et de ce point de vue, voulez-vous que nous restreignions ce vote à la question de savoir s'il est entendu que personne n'insiste pour un texte aussi général que celui proposé par les anciens combattants? C'est-à-dire, monsieur le président. C'est-à-dire qu'il ne soit pas question des ascendants, ni même d'une manière générale des fils et veuves de ceux qui remplissent les conditions de la carte du combattant. Il s'agirait simplement de la veuve ou des descendants de celui qui a été tué à l'ennemi. Je crois que l'on pourrait se montrer généreux par d'autres moyens vis-à-vis des veuves et des fils de pères tués à la guerre, sans mettre en cause des principes d'équité ou de sentiment. Remarquez que c'est la loi elle-même qui a prévu des exceptions dans un esprit tout de même de sentiment. Eh bien, je veux mettre au point la question. Que ceux qui sont d'avis d'apporter à la loi une extension, mais qui serait limitée aux fils et aux veuves de ceux qui ont été tués à l'ennemi, veuillent bien lever la main. 2 voix. Bon, très bien. Monsieur le Président, Mademoiselle Alès. enfin, il y a tout de même une question qui se pose. Est-ce que l'on doit être aussi rigide vis-à-vis de juifs de France que vis-à-vis des enfants d'étrangers? Est-ce que nous sommes aussi peu sûrs de l'attachement des juifs que de celui des enfants d'étrangers? Certainement. Le juif fait partie d'une communauté nationale qui lui est propre. Passons donc à l'article 4, si vous le voulez bien. Pardonnez-moi, monsieur Vincent, je n'ai toujours pas les bonnes lunettes sur moi. Vous êtes avec qui? Théodore Rosset. Je suis né le 11 novembre 1877 à Montréal-la-Cluse, dans l'Ain, agrégé de grammaire, docteur ès lettres, maître de conférences puis professeur de langue française moderne à la faculté des lettres de Grenoble. Je mène une brillante carrière en tant que phonéticien et linguiste jusqu'en 1937.
date à laquelle je suis nommé directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation nationale, aux côtés du ministre du Front populaire, Jean Zé. À l'automne 1940, alors que le même Jean Zé devient l'une des cibles notoires de la campagne antisémite qui sévit en France, Théodore Rosset poursuit sa carrière au ministère de l'Instruction publique. Il devient ensuite conseiller maître à la Cour des comptes, puis rapporteur général du comité budgétaire en 1941, président du jury du concours de l'auditorat en 1943, membre du comité de révision des émoluments attachés aux fonctions publiques en 1946, membre de la commission supérieure de cassation des dommages de guerre et membre du comité du rapport public en 1947, jusqu'à prendre sa retraite en 1948 à l'âge de 71 ans. Au titre de philologue, on me doit notamment l'ouvrage de référence Exercices pratiques d'articulation et de diction composé pour l'enseignement de la langue française aux étrangers. Article 4, vous me disiez, Monsieur le Président? Tout à fait, article 4. Article 4. L'accès et l'exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux Juifs, à moins que des règlements d'administration publique n'aient fixé pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l'élimination des Juifs en surnombre. Je vous remercie pour votre lecture, monsieur le directeur. Ici, il s'agit de l'exercice de toutes les professions libres autres que la fonction publique. Il y aurait lieu d'envisager un numerus clausus dans telle ou telle de ces professions. Et je crois qu'il faudrait faire sur ce point une étude d'ensemble pour adopter une ligne commune et avoir enfin un plan, messieurs. À la présidence du Conseil, il nous est bien difficile de nous mettre à la tête d'une étude comme celle-là. Donc je voudrais qu'un département ici représenté veuille bien prendre cette question. Soit les finances, ou bien la production industrielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Les finances pourraient s'en charger. C'est un assez beau travail. Très bien. Sur l'article 4, messieurs. Il ne concerne pas. Bien. Passons donc à l'article 5. Je vous prie, monsieur le directeur. Article 5. Les Juifs ne pourront sans condition ni réserve exercer l'une quelconque des professions suivantes. Directeur, gérant, rédacteur de journaux, revues, agences ou périodiques, à l'exception de publications de caractère strictement scientifique, directeur, administrateur, gérant d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques, metteur en scène et directeur de prise de vue, compositeur de scénarios, directeur, administrateur, gérant de salle de théâtre ou de cinématographie, entrepreneur de spectacle, directeur, administrateur, gérant de toute entreprise se rapportant à la radiodiffusion. Merci, monsieur Rosset. L'heure nous rattrape. Je vous remercie pour votre lecture. Sur l'article 5, messieurs. Pas de difficulté. Très bien. Sur l'article 6, il n'y a pas de difficulté non plus, me semble-t-il. Très bien. Alors nous arrivons alors à l'article 7, qui vise les conditions dans lesquelles les fonctionnaires juifs seront amenés à cesser leurs fonctions. Je précise que pour les auxiliaires, il n'y a pas besoin de prévoir de dispositions spéciales. Il n'y a qu'à faire application de leur statut. Tout de même, monsieur le Président, ce statut ne comportant pas de délai congé, on pourrait prévoir un petit avantage pour ceux qui sont là depuis pas mal d'années, Oui, non? en effet, chez nous, nous avons prévu 8 ou 15 jours. 15 jours. Effectivement, vous vous rappelez qu'au cours de la réunion chez M. Jardel, nous étions disposés à être larges. De même, pour les ouvriers, il faudrait prendre un régime très particulier. Ils ne doivent pas être traités d'une manière plus défavorable. Article 7. Article 7. Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d'exercer leurs fonctions dans les 2 mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leur droit à la retraite s'ils remplissent les conditions de durée de service, à une retraite proportionnelle s'ils ont au moins 15 ans de service. Ceux ne pouvant exciper d'aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée pour chaque catégorie par un règlement d'administration publique. Merci. Monsieur le Président, je vais vous demander si les fonctionnaires visés cesseront automatiquement d'exercer leurs fonctions ou faut-il qu'une décision intervienne pour les mettre à la retraite? Est-ce que la loi n'impose pas la cessation automatique des fonctions? Tout à fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans la magistrature, par exemple, le jour où quelqu'un est atteint par la limite d'âge, il doit cesser ses fonctions. Monsieur Guillaumin. Pour les colonies, est-ce qu'avec les distances, les conditions sont les mêmes que pour les métropolitains? Alors oui, je crois. C'est une cessation de plein droit. Donc il faudra régulariser la situation si on n'a pas pu le faire au préalable. Est-ce que vous ne comptez pas proroger cette Nous loi? ne prorogerons aucune loi. Je crois que c'est la seule solution. Ne vous en faites pas, nous allons y arriver. Excusez-moi d'insister, c'est que pour certains agents en fonction à l'étranger, nous n'avons aucune réponse. Il ne faudrait un délai encore de 2 mois. Et en 2 mois. fonction des tâches étaient facilement accessibles n'ont bénéficié que de 2 mois. Pourquoi les autres bénéficiaient-ils d'un délai plus long? Il n'y a aucune raison. En tout cas, la date prévue pour la cessation des fonctions est le 19. C'est très important du point de vue des En Merci, effet. je suis au courant. S'il vous plaît, une autre question, monsieur le Très Président. rapidement. Oui, au
fonctionnaires qui se trouvent en congé de longue durée. Ils n'exercent plus leurs fonctions, étant donné qu'ils sont en congé. Faut-il leur appliquer le régime commun ou faut-il au contraire les laisser en congé jusqu'à ce qu'une décision soit prise compte tenu de leur état de santé? La question m'a été posée et j'estime que la loi doit être interprétée comme abrogeant toutes les dispositions antérieures. Par conséquent, ces congés doivent être considérés comme venant à expiration à la date du 19. Il y a par exemple le cas de celui qui a contracté la tuberculose au cours de la guerre Les en congés Colombie. sont accordés pour une période de 6 mois pour la tuberculose. L'application du régime commun s'impose pour ces gens-là, monsieur Guillaumin. Si vous le voulez bien, je passe très rapidement à la transmission des demandes de dérogation de l'article 8 qui, je cite, les juifs qui, dans les domaines littéraires, scientifiques, artistiques, ont rendu des services exceptionnels à l'État français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi. Grand C, transmission des demandes de dérogation de l'article 8. Nous vous avions demandé de faire le nécessaire pour que ces demandes de dérogation soient transmises le plus tôt possible, de manière que le Conseil d'État soit amené à statuer dans le délai imparti. Et je sais que certaines demandes ont déjà été examinées. Est-ce que tous les ministères ont fait le nécessaire à ce sujet? Certains ministères ont pensé que c'était la justice qui devait en prendre l'initiative. J'ai reçu à plusieurs reprises des demandes de dérogation. Comme nous l'avions bien spécifié par la note 1278 SG du 12 novembre, j'attire l'attention des départements sur le fait qu'ils n'ont pas besoin d'être passés par la justice pour ces demandes de dérogation. Parce que le principe général d'application de cette loi n'est peut-être pas au point, mais il est bien entendu que chaque département ministériel s'occupe juste de ce qui le concerne et de rien de plus. Voilà. C'est précisément ce qui oblige la présidence du Conseil à s'occuper activement de la coordination de tout cela. Monsieur Guillaumin. Là encore, c'est impossible. J'ai reçu hier soir la première demande de dérogation. Hier soir? Vous ne pouvez la traiter que ce matin. Il y a une situation particulière en Colombie. Mais il faut que vous saisissiez directement le Conseil d'État de toute urgence, d'autant que je pense que les intéressés n'ont pas dû attendre pour faire leur demande. Excusez-moi, mais la réelle difficulté ici, c'est l'incertitude des critères qui ouvrent droit à dérogation. Cela demande à être précisé car nous avons tendance à élargir. Il y aurait une solution, ce serait de rectifier le texte. Autrefois, lorsqu'il y avait des lois, nous avions un exposé des motifs, tandis qu'à l'heure actuelle, nous nous retrouvons tout de suite devant le Et texte. si nous sommes amenés à modifier la loi sur certains points, c'est une modification qui ne rencontrera pas d'objection du côté allemand. Il vaut mieux prendre la loi telle qu'elle se trouve. Non, enfin, il y a là un gros danger, car il y a manifestement différentes interprétations de la loi. Je crois, sans trop m'engager, mademoiselle la Bessière, que le Conseil d'État sera extrêmement sévère en matière de dérogation, étant donné qu'il se conforme aux termes de la loi. Il suffit de la lire. Reprenons l'article 8, si vous voulez bien. Les Juifs qui ont rendu des services exceptionnels à l'État français pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi. Et si je ne m'abuse, il n'y a que 5 ou 6 cas de Juifs tout à fait exceptionnels dans toute la France. Voilà à peu près l'idée de la loi. Parfait. Je vous remercie, messieurs. Le gouvernement, dans son œuvre de reconstruction nationale, a dû dès les premiers jours étudier le problème des Juifs et celui de certains étrangers qui, ayant abusé de notre hospitalité, n'ont pas peu contribué à la défaite. Partout, et spécialement dans les services publics, si réelles que soient d'honorables exceptions dont chacune pourrait fournir un exemple, l'influence des Juifs s'est fait sentir, insinuante et finalement décomposante. Tous les observateurs s'accordent à constater les effets fâcheux de leur activité au cours des années récentes, durant lesquelles ils eurent dans la direction de nos affaires une place prépondérante. Les faits sont là et commandent l'action du gouvernement, à qui incombe la tâche pathétique de restauration française. Le gouvernement entier, dans une absolue sincérité, s'est défendu de faire œuvre de représailles. Il respecte les personnes et les biens des Juifs. Il les empêche seulement d'assurer certaines fonctions sociales, d'autorité, de gestion, de formation des intelligences, l'expérience lui ayant prouvé, comme à tous les esprits impartiaux, que les Juifs les exerçaient dans une tendance individualiste jusqu'à l'anarchie. Notre désastre nous impose l'obligation de regrouper les forces françaises dont une longue hérédité a fixé les caractéristiques. Il ne s'agit pas là de facile vengeance, mais d'indispensable sécurité. Le gouvernement pourra d'ailleurs affranchir de certaines limitations qu'il prescrit dans l'intérêt vital de la France ceux des Juifs qui auront bien mérité de la patrie. Et cette réserve prouve dans quel esprit d'humanité il s'est efforcé de régler une question dont l'actuel bouleversement a démontré le caractère universel. Note de bas de page. Communiqué du gouvernement, 17 octobre 1940.
Vive le maréchal, vive la France. Merci beaucoup de votre écoute. Comme je l'ai dit au début, depuis 2 ans qu'on tourne ce spectacle, on a pris cette habitude d'ouvrir, voilà, vous avez entendu une archive et d'ouvrir sur des échanges avec la salle. Peut-être certaines ont compris que le docteur Limousin, qui représente l'intérieur, est interprété par Marc-Olivier Baruch, qui est l'historien avec qui on travaille sur ce projet depuis le début. Donc, M. Baruch pourra répondre si vous avez des questions dans l'historique, de droit par rapport à ce que vous avez entendu. Et vous-même, on pourra répondre sur des questions plutôt artistiques. Voilà, très merci beaucoup. Je me permets de me présenter, je suis chercheur en histoire juive, mais pas de ce temps-là du XVIIe siècle, un peu plus loin, et plus loin encore au Mexique, quand l'Inquisition cherchait gratter dans d'une part. Et je comprends, mais en plus, j'ai travaillé longtemps sur le XXe siècle en Amérique latine, je comprends ce que vous avez fait, le travail est énorme, je vous félicite, je me sentais vivre dedans. Je suis aussi juive, mais je suis historienne. Et je me suis rappelé que depuis plus de 30 ans, avec mon maître chercheur sur les Marranos, au Mexique, au Portugal, en Espagne, on s'est demandé comment on pouvait transmettre d'une façon vive ce que nous connaissions. J'ai dû lire en 20 ans 300 000 pages de l'Inquisition et je me suis dit, monsieur professeur, mon collègue, vous avez un autre boulot à faire. Et on se donne rendez-vous ici dans quelques années. À nouveau, je vous félicite, vous m'avez fait vivre les années 40, mais vous m'avez fait vivre aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous félicite, vous êtes vraiment l'histoire vive. Et il ne faut jamais comparer, mais c'est l'histoire qui nous aide à réfléchir sur nous aujourd'hui. C'est à ça que sert l'histoire. Il ne faut jamais passer d'un endroit à l'autre, mais c'est comme lire parfois un vieux livre, ça nous aide à réfléchir et à comprendre combien de fois nous nous sommes trompés. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir cette trompée. Merci à nouveau, monsieur. Merci à vous. Moi, j'ai une question à Marc-Olivier. Est-ce que quand tu as vu ce texte, est-ce que tu as pensé immédiatement que ça pouvait être scénarisé ou bien... Alors là, le risque, c'est un peu de reconstruire en partant de la fin, puisque ça l'a fait, c'est que ça pouvait faire. Mais en fait, je ne sais pas si on vous a raconté comment le projet s'est construit, parce que les directrices des conservatoires d'art dramatique et de musique, il y a 3-4 ans, ont voulu que les élèves, musiciens, acteurs réfléchissent à la période de l'occupation. Et Claire Lane d'Arcueil, la directrice du conservatoire d'art dramatique et l'amie d'une amie, donc moi je lui ai dit, ce texte-là, il me semble, à partir du moment où on a et ça c'est très rare hein, pour des archives contemporaines, qu'on se donne la peine d'avoir une transcription quasi intégrale. Il y a le nom des personnes, il y a ce qui est dit, c'est du théâtre. Donc ensuite, il y a un énorme travail parce que, alors il y a ce petit livre
qui regroupe, qui a été publié, donc, parce que comme on l'a beaucoup joué dans les lycées, les collèges, les professeurs ont dit est-ce qu'on ne pourrait pas quand même avoir ce texte, le faire jouer, le faire travailler, et un éditeur auvergnat, les éditions Bleues autour, ont fait ce texte qui regroupe à la fois l'archive originelle, le travail donc, qui a conduit à la pièce que vous venez d'entendre, et puis deux textes, un texte historique, un texte dramaturgique, pourrait-on dire, qui permet, la question c'est comment on passe de l'archive au théâtre. D'ailleurs, demain, à cette heure-ci, nous serons au congrès des archivistes à Rennes, parce que, comme vous l'avez dit, madame, et merci beaucoup, c'est effectivement important de réussir à faire vivre l'archive, et le fait que la pièce puisse tourner dans les collèges et les lycées, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient été voir la série F60 490, et quand bien même ils y auraient été, c'est moins vivant, parce que la pièce, là, l'archive est resserrée, elle est travaillée, la mise en scène est évidemment fondamentale. Que vous soyez tous autour de la table, et que vous soyez bon gré, mal gré, membres de cette réunion, c'est pas très agréable. Pour eux, pour nous, c'est très agréable, parce que nous sommes des hauts fonctionnaires vichistes. Mais pour vous qui l'êtes moins que nous, c'est moins agréable, sans doute. Donc tout ça, quelle était la question? Oui, ben voilà. J'ai d'ailleurs un exemplaire de ce livre dont si vous voulez, je vous passe. S'il vous plaît. Vous disiez que c'était assez exceptionnel d'avoir une transcription. Alors, par quel miracle il a été décidé d'en faire une transcription aussi précise? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit un miracle, soit plutôt qu'il faudrait demander à M. Lagrange, puisque c'est lui qui a décidé. Je pense que la présidence du Conseil qui organise cette réunion un peu in extremis se dit il y a quelque chose, ça ne va pas très bien, ça va être tendu, il y a beaucoup de ministères veulent prendre l'ascendant, c'est un sujet nouveau, c'est un sujet important. Je crois que j'aurais besoin d'avoir un état précis de ce qui, vous avez entendu que c'est un homme méticuleux, puisque traditionnellement, tous les fonctionnaires disent « mais ça, j'ai jamais reçu, ça, nous, on l'a pas reçu ». Erreur. Monsieur Truc l'a reçu à telle heure, à tel endroit. D'homme très méticuleux. Et donc, on peut imaginer, ça a un coût de faire, il faut un ou deux sténos, quelqu'un qui tape. Quand vous verrez le texte originel, certains noms ne sont pas affectés, il y a des propos qui ne sont pas affectés, parce que personne n'a pas forcément le temps de tout noter, donc là, ils ont été répartis. Mais bon, toutes les paroles très signifiantes, c'est-à-dire très antisémites, les actes de courage de l'intéressé, le juif parti d'une communauté nationale, sur des exceptions, on fait des ennemis, tous ces propos signifiants sont dans la bouche des ministères qui les ont prononcés, ou des personnes qui les ont prononcés. Donc là, je pense que c'est lié au fait que M. Lagrange a voulu contrôler, en fait. C'est un contrôle fric, monsieur. Une question. Est-ce que les gens qu'on a entendus étaient en poste avant, déjà dans l'administration, ou est-ce qu'ils ont été nommés par le nouveau gouvernement, à part le directeur de l'enseignement? Alors, il faudrait les prendre un par un. Ils étaient tous dans l'administration, pas forcément tous à ce poste-là. Celui qui fait la carrière éclair très rapidement, c'est Jean Delvolvé, parce qu'il est membre de l'Action française, il est recruté au cabinet de Raphaël Lalibert, garde des Sceaux, rédacteur du statut, membre de l'Action française. Il était dans la magistrature, c'est pour ça qu'il parle de l'exemple de la magistrature, et il a en 3 mois un tour extérieur au Conseil d'État. Alors quand on dit ça à des fonctionnaires, 3 mois un tour extérieur, ils sont admiratifs. Donc là, alors ce qui est assez frappant, vous avez entendu aussi, vous avez compris qu'après-guerre, il n'aura rien. Il y avait un texte qui permettait absolument, je pensais qu'il n'y en avait pas, j'ai vérifié, il y en a un, qui permet de réviser les nominations intervenues sous Vichy, comme ça, les exceptionnelles. Ce texte n'est pratiquement pas utilisé. Le Conseil d'État pouvait tout à fait dire, on nous a, en 1940, en décembre 40, imposé un homme d'extrême droite, c'est fini, donc on ne le fusille pas, hein, on le remet dans la situation antérieure, c'est-à-dire il est substitut du procureur à Rouen, il fait une carrière dans la magistrature, il n'aurait pas été le grand Jean Delvolvé, rapporteur de l'arrêt dans la note,
Balkany. Et donc, bon, voilà, on ne le fait pas. Même ça, je veux dire, même ça, on ne le fait pas. Donc, ils profitent. Si tu veux, il y a un effet de double ascenseur. Ceux qui survivent aux deux épurations, à l'épuration pétainiste de 40 et à l'épuration de la Libération, ceux-là ont des carrières ultra boostées. Maurice Papon, c'est formidable. Maurice Papon, il est en 1939 sous-préfet de 12e classe, il est en 1944 à la Libération de Bordeaux préfet. Donc, mais la plupart sont là. Moi, j'avais une question du coup. Y a-t-il eu un nettoyage des archives? En tout cas, pas de celle-là. Oui, mais bon, il suffit que ce soit celle-là qui soit passée entre les mailles du filet. Non, mais du si coup, vous voulez, il n'y a pas tellement de raisons. Nettoyer des archives, c'est quelque chose d'un peu téléologique. Ils ne sont pas du tout, eux, ils n'ont pas peur de ce qu'ils font, sinon ils ne le feraient pas. Donc, c'est les archives, c'est normalement... Nettoyer les archives, à mon avis, c'est plutôt maintenant. C'est plutôt parce qu'on sait qu'il y a des broyeuses, on sait que quand il y a des changements de gouvernement, les broyeuses, ça y va. Alors, on verra demain avec les archivistes comment ils luttent contre ça, et plus encore l'effacement des archives électroniques. Mais par exemple, moi je travaillais au début sur le ministère de l'Éducation nationale, il y a deux ministres principaux, Jérôme Carcopino de février 41 à avril 42 et Abel Bonnard, ultra collabo, d'avril 42 à août 44. Abel Bonnard, il s'enfuit, Sigmaringen, enfin avec tout Vichy, donc là il n'a pas le temps de démolir ses archives, il y a des tonnes de cartons, il y a même les poèmes, c'était un poète, des membres de l'Académie française, il y a même les poèmes d'Abel Bonnard. Carcopino, on n'a rien. Donc quand il part en avril 42, eh ben, il part avec ses dossiers. C'est pas forcément détruit, ça peut être privatisé, les gens partent avec leurs propres dossiers. Dans quelles circonstances avez-vous trouvé ces documents-là? Une circonstance très banale pour un historien qui s'appelle une thèse. Et donc, je faisais un travail de doctorat sur l'administration française de 40 à 44. Et je ne voulais pas, mon DEA c'était sur l'éducation nationale de 40 à 44. Et ce qui m'avait le plus ennuyé, c'était les politiques éducatives. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnement de la machine administrative. Donc, je n'ai pris je n'ai regardé que les archives des instances de coordination. Donc, typiquement, le secrétaire général du gouvernement, la direction du budget, le corps préfectoral, ceux dont le métier, c'est vraiment de faire de l'administration. Et donc, cette série F60, ça veut dire archives du secrétaire général du gouvernement, et le dossier 490, il y a des inventaires, bien sûr. 490 s'appelle Juif. Donc, effectivement, secrétaire général du gouvernement, Juif, 40-44, je ne pouvais pas ne pas le regarder. Et la bonne surprise, effectivement, bon, il y a plein de choses, mais la bonne surprise, dans la perspective théâtre, et même dans la perspective générale, puisque c'est très rare quand même d'entendre ce qui se dit. Et si on va interroger les témoins après, ils ne vous diront jamais ça. Ils vous diront oui, c'est très compliqué, vous ne comprenez rien. Là, on voit qu'ils suivent très bien, qu'ils sont très méticuleux et qu'ils ont des choses à dire. Bien. Alors, on joue à partir de la 4e. Et, en fait, c'est ça. Oui, collégien, parce qu'en fait, à partir du moment où il l'aborde dans les programmes, et en fait, c'est juste qu'on explique le spectacle différemment. Pour les collèges-lycées, on fait une introduction qui recontextualise. Et je dirais que le plus important, c'est qu'on leur précise que c'est tout à fait normal qu'ils ne comprennent pas tout, parce qu'en fait, c'est du vocabulaire de juriste, ça va vite. Et à partir du moment où ils sont, je dirais, désinquiétés du fait de tout comprendre, en fait, ils comprennent ce qui se passe, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est très... il y a Marc-Olivier Rabesson, qui est un élève de 4e, qui avait dit... Notre mascotte. Notre mascotte, qui était dans un petit collège en Creuse, qui avait dit « mais je trouve ces gens barbares ». Et voilà, c'est qu'ils comprennent exactement ce qui se passe. Et après, alors nous, les interprètes et moi-même, on n'a pas eu l'occasion d'assister à des réunions interministérielles. Et Marc-Olivier, qui lui en a fait, nous explique, leur explique aux collèges lycéens aussi que ça se passe encore comme ça, en fait. Et pour
pour avoir joué à la Cour des comptes, hier on était au Conseil d'État, les hauts fonctionnaires nous disent, mais en fait, c'est pareil. Les sujets sont différents, mais c'est vraiment la même chose. Donc, et on préfère les questions des collégiens à celles des hauts fonctionnaires. C'est vrai. Non, ils sont beaucoup plus, ils sont infiniment plus spontanés, ils disent ce qu'ils pensent. Les hauts fonctionnaires, bon, je ne vais pas généraliser à l'extrême, mais les grands corps restent grands, et donc étant grands, ils sont aussi corsetés, c'est-à-dire ça reste difficile. Alors, ils ne sont pas pétainistes évidemment, mais ça reste difficile pour eux de considérer que l'institution a pu errer à ce point. Et donc, on était hier au Conseil d'État, je ne sais pas si on était déçus, mais quand même, on aurait pu se dire, alors les gens sont un peu frappés, bien sûr, que ce soit passé comme ça, mais en même temps, les questions auraient pu être plus incisives, disons. Alors on va dire qu'ils étaient tellement bouleversés qu'ils n'ont pas posé de questions. À un moment, j'étais obligé de leur écouter sur les pas plus timides que les collégiens, quand même. Il n'y avait pas de questions au Conseil d'État. Je ne sais pas si c'est moi qui ai l'esprit trop lent, mais il m'a semblé que vous aviez une élocution extrêmement rapide, tous. Et j'avais souvent même du mal à suivre. Et je me demandais en fait, pourquoi cette élocution si rapide, si effectivement elle était rapide, ou si c'est moi, etc. Mais bon, c'est peut-être pour marquer le côté décisif de ce qui est en train de se faire, l'autorité, la décision, mais je vais avoir des précisions, s'il vous plaît. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est qu'en fait, des témoignages qu'on a de hauts fonctionnaires, ça va vite comme ça. À la Cour des comptes, il y a une haut fonctionnaire, parce que quelqu'un a dit, qui n'était pas de la Cour des comptes, a dit, mais je trouvais que ça allait vite. Et cette dame, qui du coup appartenait à la Cour des comptes, a dit, mais ça va vite comme ça en réunion, c'est ce rythme-là, parce qu'en fait, ils connaissent les sujets, souvent ils en ont parlé avant, ça va très vite. C'est des gens très occupés, donc ils vont serrer ça en 1 heure. Voilà, donc on avait ça. Il y avait aussi le fait qu'on avait envie de témoigner. Justement, de toute façon, c'est tellement technique que, à part des juristes, parce qu'on joue devant des juristes qui, eux, saisissent tout, mais sinon, souvent, nous-mêmes, à la lecture, on ne comprenait pas tout. Donc c'est aussi montrer comment il y a cette machine bureaucratique en marche, et comment, quand on est à côté, on regarde un peu. C'est aussi l'idée de vous mettre à la table comme ça, c'est de vous rendre, c'est un peu traître, mais de vous rendre spectateur impuissant et impuissant de ce qui se passe, quoi. Voilà. Et après, c'est aussi qu'on avait, un jour, dans les recherches qu'on a faites avec les interprètes pour justement travailler sur la haute administration, on a rencontré un ancien élève à moi de Sciences Po qui avait fait tout un parcours en cabinet, et c'est vrai qu'au début, il nous parlait très très vite. Et on comprenait rien, parce qu'en fait, il y avait plein de sigles, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est cet endroit d'insaisissable. Merci. Oui, mais c'est peut-être très rapide, mais moi, enfin, à mon sens, je trouve que c'est parfaitement articulé. C'est extrêmement compréhensible, mais parfaitement articulé. Donc, franchement, félicitations. Moi, personnellement, avant même de se concentrer sur le personnage ou quoi que ce soit, c'était ça, c'était ce sur quoi je me suis commencé à travailler sur la manière dont dire le texte, que je ne comprenais pas. C'est vraiment une chose. Et au départ. Et en fait, il y avait une sorte de. Il y a quelque chose qui s'installe, il y a ce système de machine infernale, justement, d'inarrêtable. Et comme si vous ne pouviez pas intervenir aussi. Enfin, les gens n'osent pas parce qu'on a une situation de réalité, mais ça augmente encore plus ça. Et ouais, non, je sais pas si. Je sais plus ce que je disais. C'est le fait que vous avez, parce que c'est aussi, par exemple, quand on a commencé à travailler ce spectacle, il n'était pas du tout joué de cette façon-là. Il faut savoir que le débit des hauts fonctionnaires n'est pas du tout celui que avait spontanément des interprètes de théâtre à la lecture. Il y a beaucoup moins d'affect, parce qu'on dit ça parce que Marc-Olivier est venu avec 2 collègues à lui du ministère de la Culture, ils jouaient l'archive pour qu'on voit. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une façon, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a certaines syllabes qui sont allongées, il y a une sorte de neutralisation de certaines tonalités, de certaines intentions qui est très intéressante, mais qui du coup était très, au début, on est incarné, et c'est pas du tout ça en fait, il faut vraiment effacer l'affect. Et ça c'était assez difficile à travailler, donc les interprètes ont beaucoup travaillé justement sur de la rythmique. Ça nous met au même niveau quasiment. Oui, j'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai du mal à suivre, mais en même temps, je comprenais que la rapidité du débit, ça renforce
renforçait le texte, en fait, ça renforçait votre impression. Voyez-vous, je le sentais comme un opéra. C'est vrai que je vais assez souvent. Parfois, les textes ne m'intéressent plus, c'est les sons. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait avec vous? C'était un tourbillon. Donc, on n'avait pas besoin de comprendre la partie technique, c'était quelque chose qui était en train de créer un gouffre. Et c'était, donc, vos paroles, c'était de la musique. C'était ça. Et je pense que c'est grâce à ce tourbillon-là dont vous parlez que justement les gens qui, par exemple, quand on va jouer en face de quatrième ou des gens plus jeunes qui n'ont pas les vocabulaires, c'est ça qu'ils reçoivent. C'est la musicalité, c'est la chose qui avance sans arrêt. Plus la musique. Oui, plus la musique. Oui. Qui a été écrite par qui? Qui n'est pas écrite, elle est improvisée. Ah, vous n'avez pas de partition? Non. On a construit au fur et à mesure des idées. Il y a quelques idées qui viennent des années 40, un peu du style du début. Autrement, après, c'est vraiment pour soutenir les grandes plages, pour marquer des différences entre les étapes de la réunion. Est-ce que ça rajoute pas une difficulté particulière pour un comédien du coup, et c'est plus qu'un comédien puisque ça devient un chanteur s'il doit s'interfacer avec une musique qui improvise potentiellement à chaque représentation? Personnellement, c'est un exercice que j'adore. Personnellement, moi, c'est un exercice que j'adore et c'est pas vraiment, c'est pas vraiment une difficulté, mais c'est aussi surtout une difficulté, je pense, pour Abel plus que pour nous, parce que c'est lui qui s'est plus calé sur nous et que nous sur lui, en fait. Donc c'est littéralement le freestyler de bureaucratique, quoi. Vraiment. Le seul moment de dialogue, c'était avec Marie-Aurélie sur le monologue. Ouais. Mais ça discute, on va discuter avec En fait, c'est juste de l'écoute. C'est ce qu'on essaye de développer et ça bouge à chaque fois, donc il faut juste être à l'écoute, mais au même titre que quand on joue une scène, il faut aussi rester à l'écoute, de voir quel est le rythme de mon partenaire, est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on est plus près, est-ce que ça marche pas, est-ce que ça marche. Et du coup, vu qu'on n'a pas d'éclairage techniquement, est-ce que la musique remplace les lumières, puisque ça met un éclairage sur ce. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'écoutais la musique, je me disais, ok, il y a peut-être un truc important. Concentrons-nous, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, c'est aussi lié à ça. Est-ce que vous avez eu l'idée de rajouter la musique tout de suite, dès le départ, ou c'est arrivé en fait à un moment donné? Quel a été l'élément déclencheur pour le rajouter? C'était une idée dès le départ, mais qui n'est pas, le temps de parce qu'au début on était vraiment sur de la recherche, donc c'était pas du tout prévu qu'on joue, on faisait simplement de la recherche sur l'archive et sur comment est-ce qu'on joue une archive. Et, mais assez rapidement, quand on a eu, tout d'un coup, on nous a proposé de le montrer à des gens et tout, là très rapidement, comme on était en partenariat avec le Conservatoire national de musique, on nous a mis en lien avec Abel et Abel a rejoint l'aventure. Et pour les extraits réactifs, comment vous avez été amené à choisir ce projet? Parce que vous étiez encore au conservatoire, vous êtes encore un an et demi. On est parti, on a quitté le conservatoire il y a 1 an et demi. Et en fait, on avait le choix entre trois ateliers pour 3 semaines d'ateliers. Et on a choisi Kitty pour des raisons différentes. Et après, on a choisi de rester pour des raisons qui nous sont propres aussi. Et au début, c'était juste un projet pédagogique, ça devait durer 3 semaines de recherche, et puis on n'en parle plus. Et là, on en parle depuis. Déjà, ce que ça m'a fait, en tout cas, c'était vraiment découvrir le monde de la haute administration, découvrir aussi la période sous un autre angle, celui du droit. C'était très intéressant, et en fait, vraiment de passer par l'archive, qui est aussi une autre façon d'appréhender le texte, parce que là, on n'est pas sur de la fiction, on a aussi une responsabilité par rapport au texte qu'on a, mais une responsabilité qui implique aussi des fois de trahir un petit peu l'archive pour nous redonner vie. Parce que l'archive est elle-même un petit peu décalée de la réalité, et nous la redécaler pour essayer de rendre mieux ce qui a été fait.
Donc voilà, c'était sur plein d'aspects différents, c'est autant sur l'aspect mémoriel que sur l'aspect technique, que sur l'aspect social. Parler de l'exclusion aussi, c'est pas anodin de nos jours, du coup. Donc voilà, c'est important pour nous et moi ça m'a fait réfléchir sur plein d'angles différents. Merci. C'est parce qu'en fait, on doit ensuite tout ranger et aller à la même 10e. Est-ce qu'il y a une dernière question? Les éléments biographiques ne sont pas. Comment vous avez décidé de les inclure? Alors, ouais, mais ce que je dis à chaque fois, c'est qu'au début, et comme beaucoup de gens qu'on rencontre, nous, on appréhendait cette période-là en étant persuadés que si des gens avaient participé d'une façon ou d'une autre à des mesures antisémites, elles auraient forcément subi l'épuration. Et en discutant avec Marc-Olivier, on découvre que pas du tout. Et ça nous a tellement choqués qu'on s'est dit, mais on ne peut pas, si on joue cette archive, on est obligé de faire savoir qu'en fait, comme l'a dit Marc-Olivier, les grandes institutions autorisent une continuité. Voilà, et bon, après, encore une fois, Marc-Olivier, tu peux peut-être mieux l'expliquer que moi, qu'en 40, on n'est pas en 44, que ça dure longtemps. Et puis c'est aussi pour faire de l'histoire, c'est-à-dire si on fait de l'histoire, on dit mais qui sont ces personnes? Et donc la réunion, elle est un peu pédant, elle est synchronique, là, elle est comme ça horizontale, mais il y a l'histoire qui fait que ces personnes, elles ont un passé, un présent qui est là, auquel on assiste, et un futur. Et ce futur, autant, c'est un peu de la note de bas de page, si vous voulez, on explique, voilà, lui c'est ça, lui c'est ça, lui c'est ça, les autres on ne sait pas, et même des petites choses, que les personnes qui sont à la même table, 28 ans après, l'un sera commandeur de la Légion d'honneur et l'autre, féminin, sera chevalier, pas chevalière à l'époque. Voilà, vous voyez, c'est un peu tout ça. Donc c'est important aussi puisqu'on a cette possibilité de plonger dans les archives, d'enrichir l'archive par un peu de travail historique. Alors, il n'y en a pas des tonnes, vous en aurez un peu plus dans le livre, qui est un peu plus explicite, bien sûr. Mais sur Maurice Lagrange, il y a un travail qui a été fait. Il y a eu une journée d'études il y a 2 ans, et une revue de droit européen a publié les contributions, et l'une est spécialement consacrée à l'épuration de Maurice Lagrange. Comme il est, alors ceux qui ont des très gros postes, ministres ou secrétaires généraux, passent en haute cour de justice, les autres, c'est simplement une épuration professionnelle, c'est-à-dire c'est le corps lui-même, c'est des tas particuliers, et il y a une sorte de règle presque automatique, lorsqu'on a la Francisque, vous savez, la décoration de Vichy, il y en a eu peut-être 2000 ou 2500, c'est au moins un blâme. C'est un blâme, donc c'est le bas des sanctions, il n'y a pas d'interdiction, même provisoire, c'est bon, recommencez pas, quoi. Une fois qu'il y aura un Vichy, recommencez pas la Francisque. Faites attention. Et alors, simplement, ça c'est en 2e quand on s'aperçoit, mais il a été pré-épuré. On lui demande, vous avez quand même un poste important, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, oui, période difficile. Il n'est pas du tout, il est pas faucheton. Hein. Lui, il croit à Pétain, il aime Pétain. Il dit, mais bon, il y a eu des lois quand même difficiles. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je me suis efforcé de protéger les personnes visées, et spécialement les Juifs. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que ça aurait été. Donc, c'est un mensonge absolument, c'est une vérité terriblement alternative. Et nous, on le sait, parce qu'on a ça. Mais, je veux dire, si on trouve un texte comme ça dans les archives en 1993, ce qui nous concerne, on le trouvait assez facilement en 1945. Ils ne vont pas le chercher. Ah bon, monsieur, vous avez protégé, c'est bien, très bien, bravo, continuez. Et il continue. Alors, il n'a pas de poste en France, quand même, il ne faut pas exagérer, mais il fait toute sa carrière, c'est un illustrissime du droit européen. Tous les étudiants et les juristes qui ont fait du droit européen, Lagrange, c'est le messie. Je vais interrompre parce qu'il faut. Mais merci beaucoup.